Donc, salut tout le monde, bienvenue au cours 6, le cours juste avant l'examen de psychocriminologie. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Écrivez-le dans le chat, s'il vous plaît. Super, génial, excellent. Pour le plan de la séance d'aujourd'hui, je commence par parler un peu de l'examen, là, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur l'examen en question, donc aussi bien y répondre, bien sûr. Histoire que je ne réponde pas au même courriel 60 fois. Et ensuite, on va faire la matière qui porte sur la psychologie du comportement criminel. Donc, concernant l'examen, je l'ai presque fini. Là, j'ai travaillé dessus cette semaine. Évidemment, je l'adapte au format Studium. Là, donc, ça veut dire que vous avez accès à vos notes de cours. Or, donc, il faut que je rends l'examen un peu plus dur parce que vous avez votre matériel, bien sûr. J'ai pas le nombre final de questions parce que, comme j'ai dit, je suis encore en train de réviser l'examen. Mais j'anticiperais avoir une centaine de questions, la plupart étant à court développement, quelques questions à un peu plus long développement et plusieurs à choix de réponse et aussi. Historiquement, c'était principalement des questions à choix de réponse avec pimenté de quelques questions à court développement. Mais là, étant donné que, évidemment, vous avez droit à vos notes de cours, on va faire travailler un petit peu plus vos méninges. Et donc, il y a une proportion quand même un peu plus élevée là, de questions à court, moyen développement. Il y a une question à long développement que je vais vous expliquer à la fin du cours d'aujourd'hui. Donc, stay tuned. Pour ce qui est de la longueur de l'examen, selon moi, c'est un examen qui prend rarement plus de 2 heures à faire si vous avez bien étudié. C'est-à-dire que si vous savez où trouver, si quand vous lisez une question, vous comprenez rapidement à quel matériel je fais référence, que vous avez vos PowerPoint ouverts, ou que vous n'en avez même pas besoin parce que vous avez tellement bien étudié, mais bref, peu importe. Si vous êtes bien préparé, c'est un examen qui se fait en 2 heures. Si par contre, vous reposez à 100% sur le fait que vous avez votre matériel et donc que vous n'étudiez pas, puis que là, les questions vous sont présentées, vous ne savez pas trop regarder, ça se peut que vous trouviez que vous manquez de temps. Donc, si vous avez minimalement étudié, il y a en masse de temps. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un peu plus compliqué. Les questions vont être présentées de façon complètement aléatoire, de sorte que vous ne pouvez pas copier sur des camarades de classe si vous décidez de les voir, même en tant que COVID. Donc, les questions sont randomisées et portent sur pas mal l'ensemble du matériel. Est-ce que dans le fond, si je respecte votre temps et votre intelligence, là, donc si on a vu quelque chose dans le cours ou dans les lectures que je vous ai demandé de faire, c'est à l'examen. Okay? Pour ce qui est des lectures, dans les cours où il y avait des lectures, notamment dans celui-ci, je vous ai indiqué dans une slide à la fin du PowerPoint qu'est-ce qu'il y a à retenir des lectures. Donc, pour les lectures, concentrez-vous là-dessus. Là, apprenez pas le texte par cœur, bien sûr. Et pour ce qui est de la matière, si on l'a vu en classe et j'en ai parlé, c'est à l'examen. Je respecte votre temps, puis je ne vous montre pas du stock que j'évaluerai pas. Ensuite de ça, quel genre de questions? Comme j'ai dit, il peut y avoir des choix de réponse, il peut y avoir des associations à faire, par exemple, associer des mécanismes de défense avec leur définition ou des exemples concrets. L'examen, c'est 3 heures. Vous avez 3 heures pour le faire, mais ce que je dis, c'est que si vous avez bien étudié, ça devrait vous en prendre 2. Quoi d'autre? Donc, choix de réponse, association entre, comme j'ai dit, mettons des mécanismes de défense et des exemples ou des définitions, ou des stades de développement, ou ça pourrait être bien sûr des distorsions cognitives, etc. Donc, association. Quelques questions à court développement qui vous demandent souvent d'expliquer une nuance. Par exemple, j'ai insisté sur une nuance dans tel cours, et là, je vais vous poser une question là-dessus. Ça peut arriver que je vous demande de différencier 2 concepts qui sont relativement similaires, mais dont il y a une nuance importante qui les différencie. Exemple, 2 mécanismes de défense réfèrent par exemple à l'oubli. Là, je les nomme. C'est quoi la différence entre les deux? Là, ça a l'air un peu vague dit comme ça parce que je ne veux pas vous donner la question à l'avance, là. Mais je peux vous demander justement dans le cadre d'une question à court développement d'illustrer la subtile nuance entre 2 concepts. Donc, c'est important d'avoir été au cours, bien sûr. Et une question à long développement à la fin que je vous dirai.
Est-ce que le cours d'aujourd'hui est à l'examen? Bien sûr. Pour ce qui est de l'examen, c'est exactement jeudi prochain de 7 à 10. Okay? Donc, dans le fond, l'examen ouvre à 19h et ferme à 22h. Et vous devez avoir soumis les réponses avant 22h, là, où ça soumet automatiquement. Ou pas du tout, je ne suis pas certain, mais je pense que ça soumet juste automatiquement ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment 3 heures. Ça commence jeudi prochain à 19h et ça finit à 22h. Je serai disponible pour répondre à des questions, mettons par courriel si jamais vous capotez, mais en principe, tout est automatisé et devrait bien se faire. La dernière session, l'examen final a été fait en ligne comme ça. C'était ma première fois, puis ça a bien été. Les moyennes étaient, en fait, soyons honnêtes, plus élevées que quand vous n'avez pas accès à votre matériel. Puis j'ai pas eu de questions de pleurs ou de catastrophes technologiques. Là. Donc, ça devrait bien aller, là. Même si c'est votre premier examen là, en ligne, ça devrait bien aller. Mais, prochain cours, dans le fond, semaine prochaine, 7h à 10h le soir, c'est là que ça se passe et vous ne pouvez pas le faire hors de ces plages horaires-là. Vous allez avoir de mauvaises surprises sinon. Donc, voilà pour ça. Si vous avez d'autres questions, vous me poserez là, à temps perdu. Vous pouvez me contacter par courriel s'il y a des notions que vous avez mal compris. Et si jamais il y a beaucoup de notions que vous avez mal comprises, on peut se faire un zoom rapide dans lequel je réponds à ça. Mais puis évidemment, pour les questions, si ça arrive la veille, ça se peut que la réponse arrive pas d'ici l'examen. Donc, prenez-vous un petit peu d'avance. Là, Alright! Donc, sans plus attendre, on va commencer avec le cours d'aujourd'hui qui porte sur la psychologie du comportement criminel et notamment l'évaluation du risque de récidive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation du risque de récidive, c'est en fait le sujet de mon doctorat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai une expertise importante, en tout cas, je l'espère. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions les plus désagréables auxquelles vous pouvez penser, les plus pointues. C'est vraiment mon dada. En principe, vous n'arriverez pas à me piéger là-dessus, contrairement, mettons, certaines questions en psychanalyse, par exemple, où, ben, je suis pas le meilleur de tous les temps. Je suis pas pire, mais je suis pas le meilleur. Donc, n'hésitez pas à me brasser avec des questions, ça va me faire plaisir. Donc, Andrews et Bonta, dans le fond, ça vient d'Andrews et Bonta, de Don Andrews et James Bonta. D'ailleurs, le cours, je vais citer mes sources, là, le matériel initial a été fait par Jean-Pierre Gué, sympathique, hilarant et très intelligent professeur du département de criminologie, là, on le salue. Tout ça pour dire que le matériel vient de lui, je l'ai évidemment adapté là, à ma sauce. Andrews et Bonta, avec la PCC, là, psychologie du comportement criminel, ça se peut que j'utilise PCC pour simplifier le tout, arrive en opposition à un courant en criminologie qui était très populaire dans les années 70, qui s'appelait le Nothing Works de Martinson. Puis Martinson, c'est un peu un parent mal aimé de la criminologie, là, c'est-à-dire qu'il a parti un courant qui a découragé bien du monde. Et c'est un nom qui est très vilifié en criminaux. On n'aime pas Martinson. C'est comme Voldemort. Là. Faut pas prononcer son nom, là, sinon les gens virent nerveux. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Martinson? Dans les années 70, Martinson fait une recension de littérature sur les programmes correctionnels. C'est quoi un programme correctionnel? C'est des programmes de traitement ou de thérapie qui sont proposés, qui sont gérés un peu par le système de justice, donc c'est à caractère correctionnel. Ça peut être par exemple des traitements que vous faites quand vous êtes incarcéré, donc c'est-à-dire que vous profitez de votre sentence pour faire une thérapie qui va vous permettre de mieux gérer votre colère ou encore de mieux gérer, mettons, vos intérêts sexuels déviants, bon, etc. Il y en a un maudit paquet, tu sais. Puis, justement, Martinson fait une recension de littérature sur l'efficacité des programmes de traitement correctionnel. Puis un peu l'espèce de critère d'efficacité de la plupart des traitements correctionnels, c'est à savoir, est-ce que ces programmes-là sont en mesure de réduire le risque de récidive des contrevenants? Quand on fait un traitement, on a toujours un outcome en tête qui va déterminer si ça marche ou pas. Exemple, avec la COVID, il y a plein d'équipes de recherche dans le monde qui travaillent sur des vaccins. Tout le monde veut commercialiser son vaccin le plus rapidement possible, premièrement pour sauver énormément de vies. Et
bravo. Entre autres pour faire beaucoup d'argent, mais pour vrai, s'ils sauvent une quantité absurde de vie puis qu'ils s'en mettent plein les poches, pour vrai, go for it, mettez-vous en plein les poches, c'est une bonne raison. It's as a good reason as any, tu sais. Mais toujours est-il que là, il y a des vaccins de COVID qui sont en phase 3. Puis dans le fond, c'est quoi notre critère de succès pour un vaccin de COVID? C'est que tu prends justement des personnes de la population, tu les assignes à un groupe contrôle et un groupe traité aléatoirement. Dans le groupe contrôle, ils reçoivent un vaccin placebo. Dans le groupe traité, ils reçoivent le vrai vaccin de la COVID. Et tu regardes dans les mois, voire années qui vont suivre, quelle proportion de ces gens-là vont attraper la COVID ou pas. Puis évidemment, ça serait attendu que ceux qui ont reçu le vaccin pognent pas mal moins la COVID que ceux qui l'ont pas reçu. Fait que là, peut-être qu'on va dire que 20% des gens qui n'ont pas eu le vaccin vont attraper la COVID, tandis que, mettons, 7% des gens qui ont eu le vaccin vont l'attraper seulement. Fait que là, on dit diminution de 13%, c'est probablement que le vaccin fonctionne. Dans le cas des thérapies correctionnelles, le critère, c'est la récidive criminelle. Okay? Puis ça, le concept de récidive est fondamental au cours d'aujourd'hui. Puis quand on parle de... il y a un paquet de types de récidives. Tu peux récidiver si, par exemple, tu es un toxicomane puis tu rechutes dans la drogue. C'est une forme de récidive. Okay? Mais dans ce cas-ci, la récidive qui nous intéresse, nous, c'est la récidive criminelle. Donc, le fait d'avoir été détecté et potentiellement sentencé par le système de justice. Et après cette détection-là, cette intervention du système de justice, recommencer à commettre des crimes une fois remis en liberté. Donc, on pourrait penser, par exemple, un auteur d'agression sexuelle qui reçoit 2 ans moins 1 jour comme sentence dans une prison provinciale. Il purge sa sentence, sort aux 2 tiers parce qu'il a une bonne conduite. Et lorsqu'il est retourné en liberté, peut-être 6 ans plus tard, il réagresse sexuellement un enfant. Bon, ça c'est un exemple de récidive à caractère sexuel. Dans des trucs un peu moins élevés, on pourrait penser à un fraudeur qui s'en va en prison. Il reçoit une sentence de 6 ans. Il a fraudé pas mal de gens, avec, mettons, sa compagnie à la bourse. Suite à ça... il fait son 1/6 parce qu'il n'est pas très violent et ça se passe bien en prison. Il sort de prison et on va dire 3 ans plus tard, là, je sais pas, il est pris à conduire en état d'ébriété. C'est une récidive, mais pas à caractère sexuel. C'est une récidive criminelle, mais pas sexuelle. Toujours est-il que le principe de la récidive, puis généralement, là, dans le domaine de la délinquance sexuelle, on s'intéresse beaucoup à la récidive de type sexuel, mais ici, ce dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est la récidive en général. Donc, simplement le fait de commettre un crime après être sorti de prison ou après avoir reçu une absolution conditionnelle, etc. Donc, vous avez été détecté par le système de justice, vous avez reçu une sentence, mettons, d'incarcération, oui ou non, et suite à ça, vous retournez en liberté, et la question c'est est-ce que vous allez recommettre des crimes ou vous allez vous désister de votre carrière criminelle? Puis oui, est-ce que conduire avec des facultés affaiblies, c'est criminel? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pas brûler un stop, c'est pas criminel. Brûler un stop, c'est pas criminel, là, mais conduire bien chaud, c'est définitivement criminel. Or donc, ça, je parlais de la récidive, mais pour en revenir à Martinson. Justement, Martinson vérifie si les traitements correctionnels sont efficaces, c'est-à-dire sont-ils en mesure de réduire le risque de récidive de ceux qui les suivent. Par exemple, vous avez des gens qui suivent un traitement de gestion de la colère, vous avez d'autres personnes qui n'en suivent pas, puis on regarde si ceux qui ont suivi ce traitement correctionnel-là, est-ce qu'ils gèrent mieux leur colère et évitent d'autres récidives violentes potentielles par la suite. Okay? Donc, Martinson fait une recension de littérature sur les programmes correctionnels qui existent, ceux qui ont fait l'objet d'évaluations empiriques, bien sûr. Et il regarde si ces programmes-là sont en mesure de réduire le risque de récidive. Est-ce que les gens qui suivent des traitements correctionnels récidivent en proportion moins élevée que ceux qui n'en suivent pas? Si c'est le cas, le traitement fonctionne. Si c'est pas le cas, ça ne marche pas tout à fait assez bien, du moins pas selon le principal critère qui est l'efficacité à réduire le risque de récidive. Et malheureusement,
les conclusions de Martinson font pas plaisir. Le courant de Martinson, c'est ce qu'on appelle le Nothing Works, ce qui suggère, comme le nom l'indique, qu'il n'y a rien qui marche. Okay? Donc, dans les années 70, il fait une évaluation des programmes correctionnels et sa grande conclusion, c'est que ça ne marche pas. Ça marche pas. Il semblerait que les traitements correctionnels ne sont pas en mesure de réduire le risque de récidive, ce qui, on s'entend, est bien fâchant pour tous les intervenants correctionnels, tous les psychologues, les criminologues là, qui se battent corps et ongles avec des clients qui sont très difficiles, là. C'est des prisonniers, tu sais, ou des gens criminalisés à tout le moins. Donc, justement, qui se battent corps et ongles avec une clientèle qui est difficile. On s'entend qu'être clinicien, là, c'est une grosse job, là. C'est taxant, là. Okay? C'est intense, c'est taxant, c'est prenant. Puis c'est pas juste du petit 9 à 5, après ça, tu y penses plus, là. Ça te suit le soir, puis etc. T'sais? Fait que mon respect le plus total là, pour les cliniciens. Mais toujours est-il que de lire que tout ce qu'on fait, ça sert à rien, ça fait mal au cœur. Okay? Puis, là, Martinson nuance quand même ses conclusions. Fait que, mettons qu'on arrête là, tout le monde y a la face. T'sais? Mais quand on lit actually le texte de Martinson, il nuance ses propos. Okay? Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ma conclusion. La première, c'est que peut-être que nos traitements sont actually pas pires, mais la qualité des études en criminologie est tellement pas bonne qu'il n'est pas capable de détecter l'effet positif des traitements. Fait que ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait se doter d'évaluations de meilleure qualité telles qu'ils utilisent dans d'autres domaines comme la médecine avec des assignations aléatoires entre groupe contrôle puis groupe traité, double blind, bon, etc. Fait que première étape, améliorer la qualité de la recherche pour peut-être arriver à détecter un effet qu'on n'arrive pas à détecter pour l'instant. Hypothèse 2, qui est, soyons francs, son hypothèse principale, c'est que, conformément aux résultats qu'il a trouvés, nos traitements ne sont pas en mesure de réduire le risque de récidive des contrevenants. Et là, il nuance en disant j'ai identifié des programmes où il y avait réellement une efficacité, sauf que ces programmes-là, c'était des cas isolés. Okay? C'est comme si, mettons, qu'il a regardé 100 traitements différents, ben peut-être qu'il va en avoir 3 ou 4 qui fonctionnent, mais le problème, c'est qu'il n'identifie pas de pattern qui différencie les études à succès des autres. Tu sais, mettons que tu identifies 100 traitements, puis là-dessus, il y en a 17 qui marchent, puis là, tu te dis « Hey, ça tombe bien, les 17 traitements qui marchaient, c'était toutes des interventions cognitivo-comportementales. C'est peut-être qu'à l'avenir, il faudrait utiliser ça plutôt qu'autre chose. Okay? » Mais là, dans le cas de Martinson, sa conclusion, c'est juste qu'il a trouvé quelques programmes qui marchent, qui ont été évalués positivement, sauf que les programmes évalués positivement, ils n'ont pas de lien commun, ils n'ont pas de caractéristiques communes qui seraient garantes de succès. Donc, ça augure mal. C'est quasiment comme la chance qui fait qu'il y en a certains qui ont marché plutôt que d'autres. Donc, il rajoute à ceci, soit, justement, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi les traitements ne sont pas en mesure de réduire la récidive? Il y a quelques cas isolés de réussite, mais ça ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde. Ben, ça peut être que nos traitements sont juste pas assez bons et qu'il faut qu'ils deviennent meilleurs. Il faut qu'on fasse des meilleurs traitements correctionnels qui se basent sur des nouvelles approches. Peut-être qu'il faut en délaisser certaines. Bref. Deuxième explication, c'est peut-être que l'attrait du crime est trop grand pour être contrebalancé par un traitement qui arrive un peu tard dans le processus. On est avec des gens qui sont probablement assez enracinés dans leur carrière criminelle et qui sont présentement incarcérés. Il est peut-être tard pour intervenir. Okay? Puis tu sais, on va voir que justement la conclusion de Martinson est assez progressiste. Est-ce que quelqu'un connaît bien les niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire? Si oui, puis vous avez envie de prendre le micro, je serais curieux que vous essayiez ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer les niveaux de prévention primaire, secondaire, tertiaire? Oh, come on. Personne? OK. Bon. Voici ce qu'il y en est. La prévention primaire, c'est un type de prévention que tu appliques à l'ensemble de la population. Par exemple, un message qui serait diffusé à la télévision, une politique qui affecterait l'ensemble de la population québécoise, etc. C'est de la prévention qui est faite à l'ensemble de la population. Ensuite, la prévention secondaire,
c'est un type de prévention qui cible des populations à risque qui n'ont pas encore passé à l'acte. Okay? Donc, par exemple, dans le domaine de la radicalisation violente, ça pourrait être des programmes de prévention qui visent à empêcher les gens qui sont courtisés par des groupes radicaux de rejoindre les groupes radicaux en question, mais ce n'est pas des gens qui sont encore rendus deep d'un groupe radicaux. Okay? Donc, ça pourrait être ça. Et de la prévention de type tertiaire, c'est un type de prévention qui arrive après que l'individu est passé à l'acte et là, on veut le désenraciner du problème. Donc, par exemple, de la prévention, mettons avec la consommation de drogue. Ben là, la prévention primaire, ça pourrait être de la sensibilisation aux méfaits associés à la consommation de drogue là, que tu peux faire, mettons, à la télévision par des annonces ou des trucs dans les secondaires, ou bon, etc. Prévention secondaire par rapport à ça, ça serait, mettons, d'aller dans les quartiers peut-être plus défavorisés où il y a davantage de points de vente de drogue et d'opportunités pour s'en procurer, puis à la limite une culture qui va en faveur de ça, et justement de donner des messages ciblés à ces populations-là qui sont plus à risque. Et la prévention tertiaire, ça serait, mettons, quelqu'un a des graves problèmes de consommation, mais de faire une cure de désintoxication. Et dans le cas de la criminologie, bien évidemment, quand on est rendu à faire des programmes correctionnels avec du monde incarcéré, on est en prévention tertiaire. Okay? Puis on sait que la prévention tertiaire, ça coûte très cher parce qu'il faut mettre beaucoup d'efforts par individu. Puis ce que Martinson nous dit, c'est plutôt que de privilégier une intervention psychologique en one-on-one une fois que la personne est déjà bien enracinée dans sa carrière criminelle, il faudrait peut-être développer des programmes sociaux de prévention primaire et secondaire qui vont empêcher que des gens aient dans une carrière criminelle. Okay? Donc, dans le fond, c'est d'empêcher l'acte avant qu'il ne se produise pour la première fois. Et évidemment, c'est relativement souhaitable. Donc, en réalité, son argument qui est justement d'investir dans la prévention primaire et secondaire plutôt que tertiaire, c'est un argument que pas mal tous les domaines font en ce moment. C'est juste que les gouvernements souvent sont hésitants d'investir en prévention primaire parce que c'est spéculatif. C'est investi pour éviter un problème futur qui va peut-être se passer ou pas. Donc c'est souvent dur de convaincre les gouvernements, surtout en période d'austérité, d'investir dans la prévention primaire. Pour revenir à Martinson, il y a quand même un effet pervers du paper de Martinson, ça a été justement de lancer le courant Nothing Works, qui est dans le fond un courant qui disait que l'intervention correctionnelle, il n'y a rien à faire, on devrait peut-être juste arrêter de financer ça, puis il y avait une espèce d'ambiance de découragement général qui était très omniprésente pour les criminologues des années 70. Puis, Andrews et Bonta sont arrivés à contre-courant de ça, puis ont justement proposé en fait, leur discours était le suivant. Je suis pas certain que ça marche pas. Peut-être que présentement, on fait un peu n'importe quoi. Il y aurait peut-être moyen de se doter de principes correctionnels qui assureraient ou qui maximiseraient les chances qu'une thérapie soit le plus efficace possible. Et c'est un peu ça qu'Andrews et Bonta ont fait. Non seulement ils ont développé une théorie qui est la psychologie du comportement criminel. Ils ont proposé des outils d'évaluation du risque de récidive basés sur cette théorie-là, et ils ont basé des façons, des principes d'intervention correctionnelle qui reposent sur les résultats de l'évaluation du risque de récidive. Et ce qu'on va voir d'ici la fin du cours, c'est qu'en faisant ça, essentiellement, Andrews et Bonta ont redonné des lettres de noblesse à l'intervention correctionnelle et ont prouvé que non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui marche, c'est juste que quand tu fais n'importe quoi, c'est vrai que ça marche pas, mais quand tu es structuré, tu fais ça bien, tu standardises un petit peu, ah ben là, il y a moyen que ce soit efficace. Ici, vous avez l'ouvrage un petit peu indigeste d'Andrews et Bonta, qui est également la référence principale du matériel que je vous présente aujourd'hui. C'est un gros bouquin, mettons, pour criminologues avertis, ok? Ou des gens qui aiment beaucoup ça. C'est une lecture extrêmement pertinente, mais peut-être pas la plus relaxe, là, ok? C'est pas un bon livre de chevet, là, à moins que vous ayez des drôles de préférences dans vos livres de chevet. Donc, aujourd'hui, on va voir la psychologie du comportement criminel. Donc, la PCC a plusieurs objectifs.
premier objectif, c'est de comprendre les variations dans les manifestations criminelles chez les personnes. Essentiellement, de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'engagent dans une carrière criminelle et pourquoi il y en a qui s'engagent beaucoup dans une carrière criminelle et d'autres pas. Donc, première question, pourquoi certaines personnes commettent des crimes et d'autres en commettront jamais? Ensuite de ça, pourquoi, parmi les personnes qui commettent des crimes, certaines vont en commettre un ou deux et vont se désister, comme mettons le délinquant névrotique de Acorn, et pourquoi il y en a qui vont en commettre un maudit paquet puis qui se désisteront pas vraiment, mettons les caractériels de Acorn ou les psychopathes ou bon, whatever. Et ensuite, à l'intérieur d'une même personne qui commet des crimes, pourquoi la commission de crimes varie dans le temps et la situation? Si on se rappelle de ce que j'avais dit lors du cours 1, même les individus les plus prolifiques en termes de délinquance ne sont pas tout le temps en train de faire des crimes. Il y a des périodes spécifiques de leur vie où ces gens-là vont passer à l'acte. Et il va y avoir des périodes d'accalmie. Donc, à l'intérieur du parcours de la même personne, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs qui vont expliquer qu'à certains moments, ils vont commettre des crimes et d'autres pas? Donc, première question, pourquoi certains individus commettent des crimes et d'autres en commettront jamais? Ensuite, parmi ceux qui commettent des crimes, pourquoi il y en a qui en commettent un peu, d'autres qui en commettent beaucoup? Et finalement, parmi les personnes qui commettent des crimes, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines situations où l'individu va en commettre et d'autres qui vont être davantage des périodes d'accalmie? Okay? Et essentiellement, ce qui fait que les gens commettent des crimes et d'autres pas, ou que certains en commettent beaucoup et d'autres peu, c'est des différences inter-individuelles. On compare des personnes différentes, puis on dit pourquoi il y en a qui en commettent beaucoup, d'autres qui en commettent pas beaucoup ou pas du tout. Tandis que la troisième question, pourquoi la commission de crimes varie dans le temps et les situations, c'est ce qu'on appelle du risque intra-individuel. Donc, on suit l'espèce de ligne du temps de la même personne, puis on identifie les périodes où cette personne-là va commettre davantage de crimes. La PCC vise à mettre sur pied une compréhension du comportement qui se veut théorique, empirique et utile. Donc, c'est trois mots-clés. Théorique, parce qu'on se rappelle que ça repose sur une théorie qui est la PCC. Empirique, simplement parce que Andrews et Bonta, tout ce qu'ils proposent est validé empiriquement. Et pour Andrews et Bonta, c'est fondamental. Okay? Ils n'ont pas beaucoup de respect pour les théories qui ne bénéficient pas de validation empirique. Pour eux, si ce n'est pas validé empiriquement, pourquoi on en parle? Okay? Et finalement, utile, parce que comme j'ai dit, la PCC et les principes qui en découlent, et à la limite les principes d'évaluation du risque aussi, ben justement, c'est le pain et le beurre des criminologues et des agents de libération conditionnelle, etc. Okay? L'évaluation du risque et l'intervention en fonction de l'évaluation du risque, s'il y en a parmi vous là, justement qui travaillent comme agent de libération conditionnelle, théoriquement, vous en faites là, au quotidien. Okay? Empirique, c'est mesurable. Attention. C'est-à-dire que la testabilité réfère au fait que c'est possible de le tester, c'est possible de falsifier. Et validité empirique, ça réfère au fait que maintenant que c'est testable, est-ce que ça a été testé, puis est-ce que c'est efficace? Donc, évidemment, la PCC, non seulement elle est testable, mais en plus, elle a été testée et ça fonctionne très bien. On a Priscilla qui dit qu'il n'y a pas trop saisi inter-individuel et intra-individuel. Okay? Attends, check bien ça. Check bien ça. OK. Ça va être un fou moment de peinte. On a des gens, des bonhommes allumettes ici. J'ai pas de tablette pour dessiner, fait que ça donne ce que ça donne. Mais oh my god, Picasso, merci. OK. Donc, quand, mettons, ici on a des gens qui commettent beaucoup de crimes et ici on a des gens qui en commettent pas. OK? Et quand on différencie des groupes d'individus, okay, on appelle ça des différences intergroupes. Quand on dit une différence intragroupe, c'est à l'intérieur du groupe, et intergroupe, c'est entre deux groupes différents. Donc, ici, on parle de risque interindividuel, c'est-à-dire qu'on veut comprendre ce qui fait que certains individus qui sont à risque de commettre des crimes très élevés, tandis qu'il y a des gens qui sont à risque faible. Donc, on compare les individus en fonction de leur risque, puis on va regarder, mettons, c'est quoi les caractéristiques ou l'environnement social de ceux qui commettent beaucoup de crimes, par quoi c'est différent de ceux qui n'en commettent pas, parce que c'est peut-être un facteur explicatif. Tandis que le risque intra-individuel,
c'est de suivre à l'intérieur de la même personne, oh boy, ça se gâte, à l'intérieur de la même personne, carrément, sa commission de crime dans le temps, ok? Puis peut-être que cette personne-là, alors qu'elle est un bambin, ben elle commet pas de crime, évidemment, parce que c'est un bambin. Puis là, à la fin de l'enfance, à 12 ans, elle se met à commettre un peu plus de crimes, elle a une adolescence bien prolifique, et là, éventuellement, là, à l'âge adulte, elle se désiste du crime, ok? Et donc, il y a des moments dans sa vie où la personne a commis des crimes et il va avoir des périodes d'accalmie. Puis là, j'ai fait une espèce de bombe comme ça, mais la réalité, c'est que la courbe, ça ressemble plus à des trucs de même, ok? Il y a des moments d'accalmie suivis des périodes à risque. Ça, c'est une période à risque. Ça, c'est une période à risque. Même chose pour ici. OK? Et ça, c'est une période d'accalmie. L'idée, c'est que quand on dit le terme intra, c'est à l'intérieur du groupe ou dans ce cas-ci de la personne. Donc, le risque intra-individuel, c'est de regarder dans la vie de la même personne quels sont les moments où elle est plus à risque et les moments où elle l'est moins. Voilà pour ça. Je vais resharer le PowerPoint. Nous y revoici. Et oui, revenons à nos moutons. La PCC est une théorie qui est multifactorielle. Or, donc, elle a plusieurs sources d'inspiration. Okay? C'est une théorie qui, à la limite, intègre un paquet de théories psychologiques et sociologiques qui l'ont précédée pour faire un genre de modèle multifactoriel, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a un paquet de raisons pour lesquelles tu fais des crimes, il n'y en a pas juste un. C'est pas juste l'éducation parentale, c'est pas juste la pauvreté, c'est pas juste l'antisocialité, c'est une combinaison de tout ça, puis grosso modo, plus t'en as, plus t'as de risque de commettre des crimes. On va y revenir. Et il y a des racines psychologiques et sociologiques, mais Andrews et Bonta ne sont pas très subtils dans le fait qu'ils préfèrent de loin les théories psycho aux théories sociaux. On va voir pourquoi. Donc, question qui sous-tend un peu leur théorie, c'est quoi le comportement criminel? Puis justement, il y a notamment en criminologie critique, les théories du conflit et de la réaction sociale remettent en doute la notion de crime. On se rappelle que la définition plus légale ou sociologique du crime, ben, c'est de dire qu'un crime, c'est tout simplement de faire un comportement qui est défendu par le code de loi. C'est de faire un comportement qui est interdit par la loi et c'est ça le crime. Dans le fond, le crime est lié à la loi. Et la loi est définie par les législateurs, par l'élite de la société. Puis quand tu fais quelque chose contre ça, ben, c'est pas productif pour la société et tu es donc passible d'être accusé au criminel par exemple, la police. Et justement, ceux qui sont en criminologie plus critique vont notamment beaucoup, justement comme le nom l'indique, là, critiquer ça en disant que, ben, justement, c'est problématique que le crime soit défini en termes de code de loi parce que, ben, notamment, les définitions légales varient à travers les époques et les sociétés. Deux pays différents n'auront pas le même code criminel et même à l'intérieur du même pays, ça va évoluer dans le temps. Moi, quand j'étais un adolescent, consommer du cannabis, c'était illégal. C'était illégal d'en posséder, encore plus d'en vendre, bien sûr, mais que la consommation était illégale. Et là, quelques années après mon secondaire, c'est devenu une zone grise, c'est-à-dire que c'était pas légal, mais quand on trouvait du monde qui avait une quantité de cannabis qui était pas assez importante pour la revente puis qui avait l'air pour la consommation personnelle, on fermait les yeux là-dessus, jusqu'à la légalisation, il y a quelques années, là, par ce bon vieux Justin Trudeau. Toujours est-il que, justement, le même comportement, soit la consommation de cannabis, ben, même à l'intérieur du Canada, sur un cours de 20 ans, a passé de illégal à légal. Donc, évidemment, ce qui constitue un crime varie à travers les époques et les sociétés. Et justement, comme j'ai dit, on le perçoit un peu comme les tentatives, ça, c'est des théories à la limite marxistes, mais c'est quand même ça. Donc, c'est des tentatives de la classe dominante, les législateurs, qui servent notamment la classe plus riche et politisée de la société. Donc,
tentative de la classe supérieure de maintenir sa dominance sur les classes pauvres. Et ça, on peut le voir par le fait que, ben, il y a certains crimes qui sont pourtant très graves, qui sont souvent pas très très punis, et il y a des crimes pas très graves qui sont très sévèrement punis. Puis là, dire qu'un crime est pas grave, là, c'est mettons, pour les victimes, c'est chiant, là, mais comme il y a quand même moyen de relativiser la gravité des crimes, évidemment. Là. Et exemple concret de ça, si vous faites un vol de dépanneur à main armée, vous allez, puis vous faites pogner, vous allez écoper longtemps en prison. Là. Les sentences pour un vol mettons, à main armée sont pas mal plus grandes qu'à peu près toutes les sentences d'agression sexuelle, à part à peu près le meurtre sexuel. Donc voilà. Donc, un vol de dépanneur à main armée, là, vous pouvez écoper longtemps en prison. On compare ça, mettons, à Vincent Lacroix, qui, avec sa compagnie, dont le nom m'échappe, c'était Norbourg, je crois, je ne suis pas certain. En tout cas, a fraudé tous les gens qui ont investi là-dedans. Il a scrappé la retraite de milliers de personnes. Et le genre de sentence qu'on donnait pour ça à l'époque était pas très élevé. C'est dans les dernières 10 à 15 ans qu'on a commencé à sévir sur les gros crimes de fraude comme les Vincent Lacroix ou Earl Jones de ce monde. Puis là, c'est un peu quelqu'un qui serait très, très, très critique pourrait dire « Ouais, c'est comme si les législateurs étaient pas trop sévères envers les fraudes parce que c'est leur genre de crime, tu sais, tandis qu'ils sont bien sévères sur les vols de dépanneurs parce que ça les stresse de se faire pointer un gun d'en face par un pauvre, entre guillemets. OK? Donc évidemment, c'est quoi le vrai crime? Y a-t-il une telle chose qu'un vrai crime si d'une part ça change à travers les époques et les sociétés, puis d'autre part c'est un peu une tentative de la classe dominante de maintenir les classes dominées telles quelles? Andrews et Bonta répondent un peu à ça. En fait, c'est pas tant qu'ils répondent et qu'ils évitent le débat, tu sais. Ils se disent, dans le fond, nous ce qu'on va faire, c'est une théorie du problem ou deviant behavior. Okay? Parce que selon eux, le crime, ce sont des comportements qui augmentent le risque de se faire cibler par l'autorité et les instances légales. C'est des comportements dont l'essence est d'être game de défier les lois et l'autorité en place. Puis ce qu'Andrews et Bonta font avec la PCC, c'est d'expliquer essentiellement qu'est-ce qui fait qu'un individu va être game de faire des comportements qui vont à l'encontre de ce qui est prescrit par la société, qu'on pourrait appeler des problems ou deviant behavior. Puis c'est ça qui est ciblé par la PCC. Et dans le fond, ça c'est vrai, peu importe c'est quoi le code de loi dans ta société. C'est-à-dire que ce qu'on cible, c'est le fait d'être game d'aller à l'encontre des lois, peu importe c'est quoi les lois en question. OK? Au niveau de l'éthique de la PCC, Andrews et Bonta déclarent un respect pour la diversité de l'être humain et de ses comportements. Donc, ça veut dire qu'ils n'aiment pas vraiment les théories unifactorielles qui s'appliquent à des grands bassins de population. Donc là, vous aurez deviné par là qu'ils préfèrent les théories psychologiques aux théories sociologiques. Eux autres, une théorie qui dirait « les gens pauvres commettent des crimes », ils trouvent vraiment pas ça intéressant, ils trouvent ça beaucoup trop simple et à la limite un peu primitif. Ce qu'Andrews et Bonta vont dire, c'est « je veux pas savoir que la pauvreté c'est associé au crime. Ce que je veux savoir, c'est parmi les gens qui vivent dans des quartiers pauvres, pourquoi certains vont commettre des crimes et d'autres pas. Peut-être que dans les quartiers pauvres, le taux de criminalité est 2 fois plus élevé que dans les quartiers riches, mais il y a quand même toujours bien un maudit paquet d'individus qui sont dans le quartier pauvre qui commettront pas de crimes. Puis c'est eux autres que je veux savoir pourquoi. Dans le fond, mettons, dans le même bassin de population qui subit les mêmes pressions, soit celle de la pauvreté, justement, quels sont les facteurs qui font qu'un individu va se tourner vers le crime et d'autres pas. Okay? Et ça prend des théories davantage multifactorielles pour expliquer ça. Donc, évidemment, ils préfèrent les théories psycho aux théories sociaux. Et ils déclarent aussi un respect pour la complexité, c'est-à-dire qu'ils vont tenter d'expliquer l'ensemble des comportements délinquants. Pour eux, une théorie
qui explique la récidive sexuelle de meurtriers sexuels nains unijambistes, ça les intéresse vraiment pas, c'est beaucoup trop spécifique. Okay? La théorie freudienne, mettons, du crime par sentiment de culpabilité, qui s'applique à certaines personnalités publiques et la kleptomanie, mais pas vraiment à d'autres choses, c'est pas intéressant. Okay? Eux autres, ils veulent une théorie qui explique le crime, dans le fond, la plus grande variété de crimes pour la plus grande quantité d'individus possible. Okay? Ils veulent une théorie qui est à la limite généralisable. Pour ce faire, ils adoptent un cadre quantitatif qui permet de comprendre quel pourcentage du phénomène est compris. Puis là, petit moment statistique, là, parce que, comme j'ai dit dans d'autres vies, il m'arrive d'enseigner la stats. Quand on fait des analyses de corrélation ou de régression, il y a ce qu'on appelle le pourcentage de variance expliquée. Puis ça, là, bien simplement, c'est le pourcentage de ton phénomène qu'on comprend. Okay? C'est-à-dire que quand vous avez... Checkez bien ça. Ça va être beau. On va recommencer avec un paint. Oui, messieurs et mesdames. Donc, nouveau dessin. Je m'en aller avec ça. Il faut expliquer. Oui. Quand on tente d'expliquer un phénomène, on l'explique avec un certain succès. Puis là, mettons que vous avez fait votre secondaire 3, là, on vous le souhaite si vous êtes ici, ok? Vous avez vu cette fameuse droite, ça c'est l'axe des Y, ça c'est l'axe des X, et ça c'est la droite qui a la formule suivante, Y égale MX plus B. Okay? Variable dépendante Y, M c'est la pente, X ben, c'est la variable. Non, Y c'est la variable indépendante, X c'est la variable Non, on recommence. Ça paraît-tu que j'enseigne les stats? Donc, Y c'est la variable dépendante, elle dépend de X, X c'est la variable indépendante, il y a une pente qui modifie X et il y a B qui est l'ordonnée à l'origine. Toujours est-il que ça, il n'y a pas de marge d'erreur. Dès que tu connais X, tu connais Y. Tu peux pas te tromper. Si ta formule, c'est Y égale 2X plus B, plus 1, mettons, 2X plus 1, ben si X vaut 2, ça fait 2 fois 2 plus 1, ça fait que ton Y vaut 5. Il vaut pas 6, il vaut pas 3, il vaut pas 0, il vaut tout le temps 5. Okay? Ça veut dire que tu n'as pas de marge d'erreur. Ton pourcentage de variance expliqué est de 100%. Ça veut dire que dès que tu connais X, tu connais 100% de Y, il n'y a pas de marge d'erreur autour de ça. Puis, justement, la différence entre la stats et les maths, c'est qu'il y a des marges d'erreur. Okay? Ici, vous avez votre bonne droite, qui est une loi mathématique. En stats, les observations se distribuent autour de ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand X augmente, Y augmente, mais pas tout le temps. Okay? Tu as ce qu'on appelle des exceptions à la règle. Okay? Et ça, dans le fond, toute la distance entre ta droite et tes vraies observations dans ta base de données, c'est ce qu'on appelle de l'erreur de mesure. Okay? Et ça veut dire que c'est une erreur de prédiction. Tu pensais que tu avais X et donc que tu aurais Y, mais malheureusement, dans la vraie vie, ton Y est ailleurs. Okay? Et ça veut dire que ton pourcentage de variance expliquée descend. Là, je vais revenir au PowerPoint. Je vais arrêter de vous torturer avec la stats. Mais l'idée est la suivante. Le pourcentage de variance expliquée, c'est le pourcentage de ton phénomène que tu comprends. Plus il est élevé, plus tu comprends très très bien ton phénomène, et plus il est bas, moins tu le comprends bien. Et justement, ça permet de faire rester les criminologues humbles. Tu as une théorie de la récidive, tu l'appliques, tu te rends compte que ton modèle statistique prédit 50% du fait que les individus vont récidiver ou pas. 50% des cas, c'est dû à autre chose que ton modèle statistique de prédiction. Ça veut dire que dans ta théorie, il manque des explications. Okay? Dans le fond, tu as 50% de la réalité que tu expliques, tu as 50% qui est dû à des facteurs auxquels tu n'as pas pensé dans ton modèle, puis là, il faudrait peut-être que tu rajoutes des explications pour augmenter ton pourcentage de variance expliquée. Et l'idée derrière ça, c'est qu'en adoptant un cadre quantitatif avec notamment le pourcentage de variance expliquée, ça te permet
d'écarter les fausses explications. C'est-à-dire que, mettons que vous avez une théorie du crime qui explique 40% de la carrière criminelle des gens. Ça veut dire qu'il y a 60% qui est dû à quelque chose d'autre qui n'est pas dans ta théorie. OK? Ben là, quelqu'un arrive et dit oui, mais t'as-tu pensé à l'introject surmoïque freudien? Puis là, t'es comme, oh, j'avais pas pensé à ça, je vais l'ajouter à mon modèle, puis je vais regarder si le pourcentage de variance expliquée augmente. Puis là, flûte alors, l'introject surmoïque freudien rajoute aucune puissance explicative à ton modèle, ton pourcentage de variance expliquée reste à 40. Quelqu'un arrive et dit ouais, là c'est cool ta théorie sur l'attachement puis l'enfance, mais t'as-tu considéré, mettons, l'influence des pères délinquants à l'âge adulte? Là, c'est pas pensé à ça, je vais l'intégrer à ma théorie, voir. Puis là, clau, ton pourcentage de variance expliquée passe de 40 à 60%. Là, t'es comme, oh, ma nouvelle piste explicative que je viens de rajouter ajoute vraiment de la valeur à mon explication. Et c'est un peu ça. Dans le fond, c'est un peu ce qu'utilisent Andrews et Bonta comme le test de leur théorie. Leur théorie doit permettre d'expliquer un grand pourcentage de la carrière criminelle des gens et on élimine les théories inutiles qui n'ont pas de validité empirique, qui ne permettent pas d'augmenter le pourcentage de variance expliquée. J'ai une question de Loris qui dit que j'ai l'impression que plus une théorie est sur les facteurs de risque, j'ai l'impression que plus une théorie sur les facteurs de risque est généralisable, plus les moyens mis en œuvre pour aider les individus à sortir de la délinquance devraient être généralisables aussi. Or, l'approche multisystémique, donc une approche très individualisée, est la plus efficace. Pourquoi essayer alors de proposer les théories les plus généralisables possibles? Et ça, c'est une nuance qui est importante. Ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas parce qu'une théorie est généralisable qu'elle est one size fits all. Okay? Et ça, c'est une distinction qui est fondamentale. C'est-à-dire que puisqu'une théorie est multifactorielle, c'est qu'elle considère que plusieurs facteurs de risque différents pour différents individus qui peuvent l'amener au crime. Et l'idée, c'est de personnaliser l'intervention sur les facteurs de risque que la personne présente et de ne pas mettons, faire parce qu'une thérapie one size fits all, ça serait bon. Tous mes délinquants en prison font une thérapie sur l'estime de soi. Hein? Ça va être bon. Ben, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de problème d'estime de soi, puis pire encore, il y a peut-être que l'estime de soi n'est pas liée au crime. On va le voir quand on va parler du principe de besoin. Donc, quand on a une théorie multifactorielle validée, elle va quand même déboucher sur des principes qui vont permettre une personnalisation puis une individualisation de la thérapie. Et ça, on va y venir dans la deuxième moitié du cours, okay? À suivre. Donc la question est bonne, mais tu vas mieux comprendre dans la deuxième moitié du cours pourquoi c'est pas parce qu'une théorie est généralisable et efficace dans son explication de la délinquance qu'elle ne peut pas déboucher sur des interventions qui sont, elles, personnalisées. À suivre. Et c'est vrai que l'intervention multisystémique est celle qui est la meilleure. Donc, non seulement elle est très individualisée, mais elle est aussi très intensive. C'est ça qu'il faut considérer. Ça coûte cher. Donc, la théorie d'Andrews et Bonta repose sur les facteurs de risque et de protection. Et justement, la commission de comportement criminel est influencée par les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, il faut les définir. Un facteur de risque, c'est simplement un facteur qui augmente le risque de faire des conduites délinquantes. Donc, un paquet de facteurs de risque potentiels, le fait de percevoir des bénéfices importants au crime, ça donne le goût d'en faire. Le fait d'avoir des pères délinquants, on pense à Sutherland et les théories qu'on a vues dans les cours de TCC, où justement l'influence des pères délinquants est souvent mentionnée. Des pères délinquants qui peuvent fournir du renforcement positif, une motivation, des opportunités, etc. Justement, le fait d'être en présence d'opportunités criminelles plutôt que d'être tout seul chez soi peut être un facteur de risque. Le fait d'avoir des stresseurs dans la vie qui vont déclencher un processus de passage à l'acte, c'est également des facteurs de risque. D'être impulsif, soit d'avoir un mauvais contrôle de soi, bon, etc., etc., etc. Donc, un facteur de risque, c'est simplement une caractéristique individuelle, soit, mettons, de votre psyché ou à la limite de votre environnement social, qui augmente le risque que vous vous engagez dans des conduites délinquantes. Ça peut être autant des traits de personnalité qu'un état de colère très aigu qui pourrait précipiter un passage à l'acte violent.
Et les facteurs de protection, ce sont des facteurs qui réduisent le risque de s'engager dans des conduites délinquantes. Par exemple, d'avoir beaucoup de choses à perdre si vous commettez un crime. Et on dit souvent que les gens qui finissent par avoir une grosse carrière criminelle, c'est souvent des gens qui ont basically rien à perdre et tout à gagner par le crime. Donc le fait d'avoir beaucoup de choses à perdre, d'avoir des coûts potentiels liés au crime, ben, ça réduit les risques que vous engagiez là-dedans. Le fait d'avoir un bon contrôle de soi, donc l'inverse de l'impulsivité, d'avoir des attitudes prosociales, croire relativement les instances de la société. Là. Il y a moyen d'être critique, mais de quand même croire aux instances de la société. Le fait d'avoir un entourage prosocial, donc d'avoir un entourage qui n'est pas constitué principalement de délinquants, etc. Et les facteurs de risque, comme les facteurs de protection, ont une évolution temporelle. C'est-à-dire qu'il y a certains facteurs qui sont très très stables. Okay? Par exemple, l'impulsivité. C'est drôle de dire que l'impulsivité est stable, mais quand on parle de gens impulsifs, on dit que les gens sont stables dans leur impulsivité, c'est-à-dire que, overall, ils ont tendance à être impulsifs dans leur vie. Okay? Donc, le contrôle de soi est un exemple de facteur de risque qui est très stable. La personnalité antisociale ou la psychopathie, c'est d'autres exemples. C'est carrément des troubles de personnalité, c'est des façons d'être. Donc, c'est relativement stable dans le temps. Et il y a d'autres facteurs qui sont, qu'on va dire, aigus, c'est-à-dire qui vont évoluer très rapidement dans le temps. Par exemple, le fait d'être énormément en colère présentement, ben ça, durant l'heure que vous êtes bien en maudit, vous êtes très fâché et donc plus à risque de commettre un crime. Mais 2 heures plus tard, quand vous êtes calmé, ben là, vous n'êtes plus en colère et donc vous n'êtes plus à risque de commettre un crime. Donc, des exemples de facteurs qui ont une évolution temporelle, ben, il y a des stresseurs ponctuels, genre perdre sa job, se chicaner, etc. Et aussi, l'évaluation coût-bénéfice d'un crime peut évoluer là, à travers le temps. Comme j'ai dit, si vous êtes quelqu'un qui est présentement en sevrage de cocaïne, peut-être que les bénéfices d'un crime vous paraissent extrêmement... mettons, les bénéfices d'aller voler un dépanneur pour faire de l'argent, ben, ça a l'air extrêmement intéressant. Puis peut-être que quand vous ne serez plus en sevrage, ben, vous n'aurez pas tant envie de faire un dépanneur. Okay? Et évidemment, pour les plus malins, pas les plus malins, là, mais ceux qui écoutent bien, mettons, vous comprendrez que le fait qu'il y a des facteurs de risque stables et d'autres qui évoluent vite dans le temps, ben les facteurs de risque qui évoluent dans le temps, c'est principalement les facteurs qui expliquent le risque intra-individuel. Okay? C'est-à-dire que vous avez, ça j'en ai parlé un petit peu du cours 1, l'espèce d'onde du risque, là. C'est-à-dire que vous avez un niveau de base de risque. Okay? Dans le fond, vos facteurs de risque très très stables identifient votre espèce de risque général, okay, de vulnérabilité générale à vous engager dans le crime. Tandis que les facteurs de risque aigus, les facteurs qui évoluent très rapidement dans le temps, ça explique davantage votre risque intra-individuel, soit qu'est-ce qui fait qu'à certains moments dans votre vie, vous allez être particulièrement à risque de commettre des crimes. Puis là, je sais que c'est un peu... c'est raide tout ça, là, mais c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut... Le cours de la PCC, il faut être là. C'est une logique qui est assez différente que les théories qu'on a vues jusqu'à présent. C'est normal si... Ouais, c'est pas trop concret. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, ça va se clarifier. Donc, je l'ai dit tantôt, la PCC a plusieurs inspirations. Ils s'inspirent de théories qui les ont précédées. Et, contre toute attente, Andrews et Bonta déclarent un respect important pour les théories psychodynamiques. Okay? Ils s'inspirent et notamment vont chercher les facteurs de risque. Dans le fond, c'est ça. Quand on dit qu'Andrews et Bonta ont plusieurs inspirations théoriques, c'est qu'ils regardent les théories psychologiques et sociologiques disponibles et identifient les facteurs de risque contenus dans chacune de ces théories-là. Et là, juste répéter le concept de facteur intra et l'autre, oui, c'est pas évident. Okay? Il y a... Ben, en fait... Ok, je vais avancer un peu, là, mais on va le faire. Là. Il y a il y a 3 grands types de facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque statiques, qui sont des facteurs de risque qui sont tirés de l'historique de l'individu. Par exemple,
le nombre de crimes commis par l'individu. Une fois qu'ils sont commis, ils sont dans ton passé, tu peux pas t'en libérer. L'âge est un facteur historique, les caractéristiques des victimes aussi. Ce sont des facteurs de risque qui sont genre dans ton passé, puis une fois que t'es as. Okay? Et donc, ce sont des facteurs historiques qui ne sont pas modifiables par l'intervention. Ensuite de ça, tu as les facteurs de risque dynamiques, qui sont des facteurs qui, justement, sont théoriquement modifiables par l'intervention et surtout qui peuvent changer dans le temps. Contrairement aux facteurs de risque statiques, eux, comme j'ai dit, une fois que tu as déjà agressé... Mettons, en délinquance sexuelle, il y a un facteur de risque qui s'appelle le fait d'avoir déjà agressé sexuellement un garçon. Ben, une fois que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait. Ça peut pas sortir de ton background. Okay? Et tu auras beau faire autant de thérapie que tu veux, reste que tu as déjà agressé un garçon et que c'est un facteur de risque. Mais justement, là, c'est le problème. Si tu fais juste des évaluations avec des facteurs de risque statiques, le problème, c'est que tu as un risque que la personne ne peut pas vraiment changer. Là, fait que c'est un peu stigmatisant. Puis surtout, c'est pas très utile en termes d'intervention correctionnelle. Puis c'est pour ça que dans la 3e génération, on y reviendra, on a incorporé les facteurs de risque dynamiques aux facteurs de risque statiques. Puis les facteurs de risque dynamiques, il y en a 2 types. Il y a les dynamiques stables et dynamiques aiguës. Puis les facteurs dynamiques stables, c'est des facteurs qui peuvent théoriquement changer via une intervention, mais c'est de la job. Okay? Changer un facteur dynamique stable, ça prend un travail long et soutenu, puis un contrevenant qui est motivé. Okay? Puis là, les exemples de facteurs de risque dynamique stable, ça va être la personnalité antisociale, donc certains styles de personnalité, notamment antisociale, psychopathique, d'avoir des valeurs pro-criminelles, ou d'avoir des problèmes de toxicomanie. Okay? C'est-à-dire que quand vous avez un problème de toxicomanie, là, c'est un problème qui... Dans le fond, le meilleur exemple que je peux donner, c'est le fait d'être intoxiqué à un moment précis, c'est un facteur de risque aigu, tandis que la toxicomanie en général, la tendance à consommer, est un facteur dynamique stable qui prend beaucoup d'efforts à régler, notamment, comme j'ai dit, des cures de désintox. Un facteur dynamique aigu, quant à lui, c'est un facteur dynamique qui varie rapidement à travers le temps. Exemple, le fait d'être intoxiqué, oui ou non. Ça veut dire que le 4 heures que vous êtes intoxiqué, vous êtes désinhibé et donc plus à risque de commettre des crimes. Mais après ça, l'effet de la drogue ou de l'alcool s'en va, vous n'êtes plus intoxiqué. C'est un facteur qui a changé d'une heure à l'autre. Tandis que la toxicomanie, la tendance générale à consommer, ça prend pas mal d'efforts pour enlever ça, pour régler ce problème-là dans votre vie. Okay? Puis l'idée, c'est que l'espèce de risque interindividuel, l'espèce de votre niveau de base de risque de vous engager dans la délinquance, c'est vos facteurs de risque statiques et vos facteurs de risque dynamique stables, qui sont des trucs qui ne changent pas beaucoup. Okay? C'est votre niveau de base du risque. Puis après ça, il y a des événements qui surviennent dans votre vie, dans votre environnement social, des événements ponctuels qui vont faire qu'il y a des périodes où vous êtes vraiment plus à risque de commettre des crimes et d'autres où vous l'êtes vraiment moins. Ça, c'est le risque intra-individuel, donc votre personne, quels sont les moments dans votre vie où vous êtes plus à risque. Tandis que le risque inter-individuel, ça diffère des individus, soit les toxicomanes sont plus à risque que les gens qui ne sont pas toxicomanes, par exemple. On compare 2 individus différents, ceux qui ont le problème, ceux qui ne l'ont pas. Okay? Tandis qu'un facteur dynamique aigu, on regarde dans votre vie, c'est quand il y a des problèmes et que c'est là que vous êtes plus à risque, versus c'est quand il n'y en a pas et que vous êtes moins à risque, plus calme. Donc, au niveau des inspirations théoriques, puis juste pour revenir à ce qu'on avait dit ici, quand je disais évolution temporelle, certains facteurs sont stables. Les facteurs stables, c'est les facteurs de risque statiques et dynamiques stables. Et donc, qui identifient votre niveau de base de risque. Et l'espèce d'onde qui oscille autour de votre niveau de base, ben c'est les facteurs de risque dynamiques aigus qui changent très rapidement dans le temps et qui proviennent davantage de votre environnement social. Okay? Puis ça, rassurez-vous, je n'irai pas poser des questions trop sauvages par rapport à ça parce que c'est du stock de quand même haut calibre et ça serait pas fin. Là, okay? Donc, je n'irai pas à ce point-là en précision, en détail dans l'examen là-dessus.
Inspiration théorique de la PCC. Donc, quelles sont les différentes inspirations d'Andrews et Bonta pour essentiellement identifier les facteurs de risque qui vont constituer la PCC? Donc, comme j'ai dit, étonnamment, théorie psychodynamique. Andrews et Bonta vont dire, même si les théories psychodynamiques ne sont pas validées empiriquement, ils ont identifié un paquet de facteurs de risque, par exemple l'attachement, l'éducation parentale, la discipline parentale, bon, etc., qui, ça, ben oui, ça a un lien empirique avec la délinquance. Même si la première version, c'est la version psychodynamique ancrée dans un langage un peu métaphorique avec des histoires d'Oedipe, là. L'idée, c'est qu'ils ont quand même identifié des facteurs de risque que les gens qui ont succédé à la psychanalyse ont identifié comme étant des facteurs de risque de la délinquance. Or donc, il y a du bon stock là-dedans, même si la façon dont ça a été formulé initialement, c'était un petit peu métaphorique, puis c'était pas validé empiriquement. Mais il y a quand même du stock qui, plus tard, l'aura été. Donc, quels sont les facteurs de risque que les théories psychodynamiques là, nous indiquent? Donc, là, quand on reste dans le langage psychodynamique, on se rappelle que, grosso modo, là, c'est aussi une petite révision, là, le moi et le surmoi se développent selon l'interaction avec le milieu familial, avec l'environnement familial, avec l'éducation parentale. Okay? Notamment, les parents peuvent servir de modèle identificatoire pour le surmoi, etc. Donc, le moi et le surmoi, ben, ça se développe avec, dans le fond, les relations avec les parents lors de la tendre enfance. Un peu comme les théories de l'attachement le stipulent. Ensuite de ça, ben, on a l'espèce de solidité du moi. Le moi, notamment, c'est celui qui met les mécanismes de défense en place. Et aussi les exigences identificatoires du surmoi ben, permettent de gérer les pulsions ou, autrement dit, les demandes de gratification immédiate du ça. Okay? On se rappelle aussi que par sublimation, les pulsions inacceptables sont transformées en comportements socialement fonctionnel. On se rappelle de l'exemple, mettons, du football, là, qui est un mix de pulsions de vie et de pulsions de mort, mais canalisé d'une façon socialement viable. Ainsi dit, les conduites criminelles seraient un peu le résultat de l'immaturité psychique, puis d'un mauvais contrôle de soi. Puis là, mettons qu'on enlève le langage un peu plus alambiqué de la psychanalyse, puis qu'on transforme ça en version terre-à-terre, quels sont les facteurs de risque dans cette théorie-là? Premièrement, ben, les problèmes relationnels ou familiaux. Les problèmes dans le développement de l'enfant en relation avec ses parents sont des facteurs de risque qu'il est important de regarder, et ben, les études modernes disent que les expériences de victimisation durant l'enfance disent que la discipline parentale, le lien parental, ce sont des facteurs très importants dans le développement de l'individu qui auront une influence sur ses comportements futurs, notamment sa délinquance. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a dans le surmoi laxiste? Ben, si le surmoi, c'est l'instance qui punit de culpabilité le moi quand le moi se conforme pas au modèle, un surmoi laxiste suggère qu'il y a très peu de culpabilité qui est imposée au moi, et vu qu'il n'y a pas de culpabilité, la personne ne s'empêchera pas de faire des choses aux autres qu'elle ne se ferait pas à elle-même. Donc, elle va se permettre de blesser les autres, manipuler les autres, battre les autres, etc. Et vu qu'il n'y a pas de culpabilité, la personne ne se retiendra pas de le faire. Or donc, peu d'empathie. Ensuite de ça, ben, le surmoi, c'est associé à l'intégration des lois parentales puis de la société. Donc, un surmoi laxiste est susceptible de mener à un non-respect des normes sociales puis des droits d'autrui. Ce qui, en bout de ligne, est susceptible de déboucher sur des problèmes de comportement adolescents puis adultes. L'autre grande classe, c'est la faille du moi et des mécanismes de défense, ce qui, quand tu mets ça ensemble, ça essentiellement traduit un construit qui ressemble à l'impulsivité. Pardon. Puis, ben, premièrement, si le moi et les défenses sont pas efficaces, les pulsions accèdent plus rapidement à la conscience sans filtration. Donc, ça peut mener à une recherche de gratification immédiate, donc le fait de vouloir du plaisir dans l'immédiat sans penser aux conséquences, donc une prise de décision hédoniste centrée sur le court terme. Puis ça, si on se rappelle un peu à quelle notion ça réfère à l'opposition entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Puis dans ce cas-ci, si on est toujours dans la recherche de gratification immédiate, on est plus dans le principe de plaisir que le principe de réalité. Le moi n'arrive pas à appliquer le principe de réalité au principe de plaisir.
Ensuite de ça, il y a une incapacité à composer avec l'adversité, donc le fait d'avoir la mèche courte. On se rappelle un peu dans les constellations familiales d'Acorn que une caractéristique récurrente, c'est l'incapacité de composer quand ça va pas comme tu veux. Okay? L'espèce de... Quand le monde est pas conforme à ce que tu veux, tu fais une genre de crise et tu réagis avec colère. Okay? Ben, l'idée justement de ça, c'est... ça pourrait être une façon de dire justement que quand la réalité n'est pas conforme à vos attentes, les pulsions de mort arrivent assez vite à la conscience sans être censurées par un genre de contrôle de soi. Okay? Et justement, dernière caractéristique, le faible contrôle de soi, c'est une espèce de... Dans le fond, c'est le fait d'agir avant de réfléchir. Ben, le faible contrôle de soi, c'est un peu justement de faire des comportements qui sont trop souvent en accordance avec nos pulsions sans que celles-ci soient modérées par soit des mécanismes de défense, soit le principe de réalité, là, etc. Donc, grosso modo, avec les théories psychodynamiques, Andrews et Bonta vont chercher les facteurs de risque suivants: problèmes relationnels familiaux et, mettons, peu d'empathie ou de culpabilité, tendance à ne pas respecter les normes sociales et les lois notamment, problèmes de comportement adolescent qui prédisent la délinquance adulte, et l'impulsivité, autant dans le fait de prendre des décisions sur le coup de tête à court terme sans penser aux conséquences à long terme, mais également le fait d'être agressif, d'avoir la mèche courte. On pourrait penser au biais d'attribution hostile là-dedans. Est-ce possible de descendre les notes? Oui, bien sûr. Donc, je vous laisse 5 secondes, puis je switch. Ce qui me laisse le temps de prendre une savoureuse gorgée d'eau. Donc, point 2, théorie sociologique des classes sociales. Qui disent essentiellement que le comportement criminel, c'est un produit de la détresse qui est lié à l'appartenance à une classe sociale défavorisée. Notamment, le fait de constater l'inégalité entre les classes sociales génère beaucoup de frustration. Et cette frustration-là, éventuellement, désinhibe le passage à l'acte criminel. En plus de ça, il y a des opportunités de réussite légale limitées. Le fait que vous appartenez à une classe sociale plus pauvre fait que vous avez une éducation qui est de moins haut niveau, ce qui fait que ça limite les possibilités que vous avez quand vous voulez vous trouver un emploi qui est bien rémunéré. On se rappelle de l'anomie de Merton, on veut tout notre American Dream, puis pour ça, ça prend du cash. Puis ben, pour ceux qui n'ont pas eu malheureusement la chance de naître carrément, de grandir dans une classe sociale riche, ben tu n'as pas les mêmes chances que justement une personne plus aisée. Alors donc, tu prends des méthodes originales pour atteindre ton American Dream et faire de l'argent, soit la délinquance. Quels sont les facteurs de risque que ce genre de théorie-là va chercher? Ben, le fait d'être dans une classe sociale pauvre, donc la pauvreté. Potentiellement le fait d'être membre d'une minorité ethnique. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne suis pas en train de dire que les membres de la minorité ethnique ont des caractéristiques fondamentalement différentes d'autres. Là. Je ne suis pas en train de faire des comparaisons ethniques, ce n'est pas du tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans certains cas, par exemple, il y a des études notamment sur le fait que quand des membres d'un certain pays ont émigré aux États-Unis, il y a eu des clashs de culture, que ces personnes-là, justement, puis on est carrément dans le Black Lives Matter, là, mais justement, que les clashs de culture font que ces gens-là ont été davantage stigmatisés, ostracisés, et n'ont pas les mêmes opportunités de réussite. Des fois, c'est plate à dire, puis c'est extrêmement triste, puis il faut lutter contre ça, puis c'est ça du racisme, la discrimination systémique. Ben, des fois, tout dépendant de la couleur de ta peau, tu n'as pas les mêmes chances d'avoir un emploi juste à cause de la couleur de ta peau. Puis ça, c'est évidemment un problème énorme contre lequel il faut lutter. Puis ben, ça, évidemment, ça rentre un peu dans les théories sociologiques des classes sociales. Donc, parfois, être membre d'une minorité ethnique réduit les opportunités de réussite légale et donc en ligne vers le crime. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, le fait d'un bagage génétique différent. Là. C'est des foutaises. Ensuite de ça, les échecs scolaires ou au travail. Donc, le fait d'avoir des échecs scolaires font que tu peux moins avoir accès à des emplois payants. Le problème de travail, ben, ça peut faire que tu es sans emploi. Et finalement, le tout menant à des opportunités de réussite légale limitées. Puis grosso modo, même si Andrews et Bonta
une opportunité de réussite légale, ben, avoir une job payante, tout simplement. On veut notre American Dream, ça prend de l'argent. Donc, réussite légale, ben, c'est vous avez une job payante légale, genre, je sais pas, le planificateur financier ou ingénieur ou je sais pas quoi, médecin. On peut tous faire ça une larme d'être en sciences sociales d'ailleurs. Mais peut-être que les gens en sciences sociales se tournent plus vers le crime selon cette théorie-là parce que leurs opportunités de réussite légale sont plus limitées. En tout cas, il n'y a pas assez d'argent pour vivre l'American Dream. En tout cas, je diverge là, mais toujours est-il que en termes de support empirique, ce qu'on remarque malheureusement, c'est que ces théories-là, au niveau individuel, n'ont pas beaucoup de pouvoir prédictif. C'est-à-dire que quand tu vas au niveau macro, okay, quand tu regardes des agrégations d'individus, mettons, tu compares un quartier à un autre, oui, celui que le taux de pauvreté est plus élevé va avoir un taux de crime plus élevé, c'est vrai. Okay? Ça, puis il y a une équivalence là, impressionnante entre, mettons, le taux de pauvreté et le taux de crime de quartier lorsque tu les compares. Sauf que quand tu zoomes au niveau individuel, ça ne marche plus. Okay? Est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent est un bon facteur de risque au niveau individuel, psychologique de la récidive? Non. Les études disent que c'est d'autres caractéristiques qui ont beaucoup plus de pouvoir explicatif, comme l'influence des pairs délinquants, la personnalité antisociale ou la psychopathie, l'impulsivité, bon, etc. Okay? Or, les théories des classes sociales au niveau individuel semble pas très explicative. Un peu comme disait Andrew Zebonta, c'est bien cool de savoir que la pauvreté est associée au crime quand tu regardes des quartiers, mais moi je veux savoir, à l'intérieur du même quartier puis du même niveau de pauvreté, quels sont les facteurs qui vont expliquer qu'un individu pauvre va commettre un crime et qu'un individu pauvre en commettra pas. C'est ces facteurs-là qui m'intéressent davantage. C'est ce que diront Andrew Zebonta. Donc, ils vont intégrer quelques facteurs de risque associés aux classes sociales, notamment au niveau de l'éducation et l'emploi dans leur théorie et leur outil d'évaluation du risque, mais un peu moins parce que le support empirique est faible. Et on se rappelle que pour Andrew Zebonta, c'est important. Si un facteur de risque n'a pas un bon support empirique, ben on le met juste pas. That's it, même si on le trouve bien intéressant. Ensuite, et autant que pauvreté est un facteur interindividuel, ça va plus loin que ça en fait. Interindividuel, ça reste au niveau micro. Okay? Tu compares des individus, mais pas des agrégats d'individus. Okay? Donc, quand on parle de facteurs interindividuels, on est quand même dans le niveau d'analyse micro, donc quand même qu'on zoome sur l'individu, parce qu'on compare des individus différents. La pauvreté fonctionne davantage au niveau macro quand on compare des gros motons d'individus, mais pas comme 10 personnes d'un bord et 10 personnes de l'autre, mais comme 100 000 personnes d'un quartier puis 100 000 personnes dans un autre. Okay? Donc, l'interindividuel, on est encore dans le micro. La pauvreté, ça fonctionne. Il faut que tu dézoomes encore pour que tu es au niveau macro pour que ça fonctionne vraiment bien. Mais la nuance est subtile, j'en conviens. Andrew Zebonta, c'est comme s'il se sentait un peu mal d'avoir dit des mauvaises choses, des théories sociologiques des classes sociales. Or, se reprennent en disant, mais s'il y a bien une théorie sociologique qu'on trouve écœurante, c'est l'association différentielle de Sutherland. Ça, on l'achète à 100%. Okay? Et c'est la bonne vieille théorie qui dit que, on l'a vu durant quasiment toutes les cours de la session, là, que le comportement criminel est appris, apprentissage vicarien, et comment il est appris via vicariant, ben, c'est justement via l'interaction avec les pairs délinquants. Donc, justement, avec des pairs délinquants, on se renforce, on partage des attitudes antisociales, on apprend des techniques délinquantes qui nous disent comment voler un dépanneur, ce qui, essentiellement, en fonction des théories du conditionnement opérant, sont des renforcements vers le crime. Et si on extrait les facteurs de risque, c'est assez simple. Donc, on se rappelle qu'on partage des attitudes antisociales avec les pairs antisociaux. Alors donc, les attitudes antisociales sont un facteur de risque qu'on peut aller chercher dans la théorie de Sutherland. Et on ajoute à ça, et ça c'est carrément le plus important, c'est le fait d'être entouré de pairs délinquants. Le fait d'être entouré de pairs délinquants, okay, c'est le meilleur facteur de risque, tout facteur de risque confondu. Okay? Fait que ça, pour ça, Andrew Zebonta sont comme ça, on achète ça, pas à peu près, même si ça vient de la socio.
Dernière chose qu'on va voir avant la pause, les théories psychosociologiques modernes. Essentiellement, c'est un peu les théories cognitivo-comportementales appliquées au crime, okay, qui disent que le risque de commettre un comportement délinquant augmente au fur et à mesure qu'on perçoit davantage de récompenses et qu'on perçoit moins de coûts. C'est-à-dire que les récompenses augmentent, les coûts diminuent, mais ce qui est important là-dedans, ça c'est l'aspect psychologie cognitive, traitement de l'information, c'est pas juste l'augmentation des récompenses et la diminution des coûts. C'est la perception d'une augmentation des récompenses et d'une diminution des coûts. On se rappelle que c'est pas tout le monde qui fait les mêmes calculs coût-bénéfice. Okay? Donc, tant que ton calcul coût-bénéfice fait que tu perçois des récompenses et que tu perçois que ça te coûtera pas cher, il n'y a pas beaucoup de risques, ben là, tu y vas. Okay? Puis la twist de ces théories-là, c'est de dire que justement, la perception de ces récompenses-là est influencée par des facteurs de risque. Okay? Et c'est ça l'espèce de lien théorique d'Andrews et Bonta. C'est de dire, tu as des facteurs de risque dans ta vie, mettons, pas avoir d'emploi stable, être impulsif, être agressif, avoir des amis qui te suggèrent d'aller dans le crime, etc. Et tout ce paquet de facteurs de risque-là va influencer ton calcul coût-bénéfice. Ça va faire que tu vas percevoir davantage de bénéfices au crime, percevoir moins de désavantages au crime. Or donc, tu vas plus dire oui, tu vas plus y aller. Okay? Le moment où il faut que tu fasses un choix, tu vas faire j'y vais parce que j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Puis le fait que je perçois que j'ai tout à gagner et rien à perdre est influencé par mes facteurs de risque. Ici, il y a des exemples de facteurs de risque: attitude antisociale, faible contrôle de soi, influence par les pairs, prédisposition personnelle, etc. Là, on les a toutes déjà dit. Okay? Et c'est ça la base de la PCC. Il est 8h20, ça fait 1h20 que je jase d'affaires compliquées. Vous allez donc pouvoir aller à la pause. On revient à 8h35. Reposez-vous bien, faites-vous un petit café. Ça devrait se simplifier dans la deuxième moitié de la séance. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Alright, à dans 15 minutes.